toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème des motivations. C'est un sujet qui vous a parlé, j'ai l'impression, en tout cas j'ai eu des retours intéressants lorsque j'ai fait la première vidéo sur les motivations. Et donc j'ai intitulé le thème de cette vidéo, parce qu'il faut toujours trouver un titre, perte de poids, travail, sport, je suis démotivée, j'y arrive pas, j'ai plus envie. Voilà, en gros pour vous dire qu'on va parler de motivation aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je parle de motivation? Bon, vous le savez, je suis une professionnelle de santé, je suis donc un thérapeute qui est amené à prendre en charge des patients pour les aider à changer durablement de comportement, que ce soit de comportement alimentaire ou se sevrer d'une addiction. Donc mon but en tant que thérapeute, c'est de les accompagner, c'est de leur permettre de rester motivés. Et la motivation, c'est quand même un phénomène qui est actif. Il faut insuffler chez les patients leur propre motivation pour qu'ils puissent rester motivés. Si la motivation reste extrinsèque, c'est pas forcément durable, ou sinon ils sont liés à vous à vie et c'est quand même pas le but. Le but c'est de les rendre autonomes. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ce sujet. Et quand j'ai découvert tous les concepts de neurosciences autour de la motivation, je me suis dit que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on voulait bien nous dire. Et quand c'est compliqué, moi j'aime bien. En tout cas, lorsque c'est validé scientifiquement, moi j'aime bien. Donc le but, ça a été de se dire, au lieu de se baser sur notre propre intuition, sur nos ressentis, c'était d'aller au-delà justement de cette intuition et de pouvoir réaliser une véritable anamnèse, un véritable interrogatoire basé sur des faits validés scientifiquement pour déterminer quelles étaient les motivations primaires, donc je vais vous expliquer un petit peu la différence entre motivation primaire et secondaire, de chacun de nos patients, pour pouvoir nous adapter à ces motivations primaires et surtout les relancer. Le but c'est ça, c'est de faire en sorte que dans la vie de chaque patient, il y ait ces motivations primaires qui lui permettent d'arriver à ses objectifs, de pouvoir être motivé au travail, de pouvoir être motivé au sport si c'est son but, de pouvoir perdre du poids, de pouvoir arrêter de fumer, bref, de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc faire ce diagnostic, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ce concept de motivation primaire a pris naissance. Donc les neurosciences, avec l'évolution de la neuroimagerie, a permis de mettre en évidence comment fonctionnait notre cerveau. On a identifié plusieurs zones dans notre cerveau, notamment une zone qui s'appelle le néolimbique. Ce néolimbique, c'est la zone dans laquelle siègent nos motivations primaires. Nos motivations primaires qu'on appelle aussi tempérament, personnalité. C'est aussi le siège de nos émotions, entre autres, et de nos apprentissages. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a créé nos motivations? Parce que c'est réellement un phénomène neurobiologique, ça il faut que vous le compreniez, c'est pas qu'une histoire de motivation type quand on veut on peut, c'est une histoire de volonté, pas du tout, c'est réellement quelque chose qui est ancré, engrammé en nous, dans notre système nerveux, dans notre cerveau. C'est quand même quelque chose qui, si on comprend, sur lequel on peut agir efficacement avec des outils qui ont été validés, et moi c'est ça que je trouve génial. Alors comment est-ce qu'elles se sont créées ces motivations justement dans notre cerveau néolimbique? On a une période on va dire de la naissance, 2-3 mois, cette période qu'on dit période de périnatalité, où on avait donc notre petit cerveau, le reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est le plus archaïque, dans lequel siège le stress. C'est dans ce cerveau que se génère le stress. Et quand on est un tout petit bébé, on était finalement plutôt connecté à nos sensations internes qu'à ce qui se passait autour de nous. Et ce cerveau reptilien, donc lui, générait les différents états de stress, donc la fuite, donc l'état d'anxiété, la lutte, la colère, l'inhibition, la dépression et l'activation de l'action qui correspond au calme, on va dire. Donc ces 4 états instinctifs, pendant ces premiers mois de la vie, ils ont été idéalisés. Ils ont été idéalisés par le nourrisson. Pourquoi? Parce que le but, c'est un petit peu l'évolution darwinienne, la théorie darwinienne du je m'adapte à mon environnement pour survivre. Donc, le nourrisson, il a idéalisé ces états. Et pendant cette période où on avait une plasticité neuronale qui était importante, il y a eu un phénomène de potentialisation synaptique, c'est-à-dire qu'il y a des synapses qui sont allées en apoptose, donc qui sont mortes, parce qu'elles ne servaient pas, en tout cas chez tel ou tel nourrisson, et d'autres qui ont été potentialisées. Donc on a créé des canaux neuronaux, on en a supprimé d'autres, et en fonction de l'état, ça a créé des structures complètement différentes. Parce que pendant cette période, le néolimbique, il était
pas encore construit. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est construit, c'est donc à ce moment-là qu'on a déterminé nos personnalités primaires. C'est ce qu'on appelle l'empreinte périnatale. Donc en fonction de la manière dont se comportait le nourrisson entre 0 et 3 mois et la manière dont ses parents se comportaient avec lui, ça a déterminé quel type de motivation primaire et de tempérament il a eu. Et moi je trouve ça génial parce que bon, j'ai pas d'enfant, donc je me suis jamais trop intéressée à tout ce qui était parentalité positive, la manière dont il fallait éduquer ses enfants, se comporter avec ses nourrissons, son bébé. Mais là quand je me suis formée à la thérapie neurocognitive et comportementale, aux neurosciences, enfin ça m'a expliqué quand même énormément de choses et je me rends compte qu'on peut influencer de manière vraiment scientifique les personnalités et les motivations de notre enfant en agissant pendant l'empreinte, cette période périnatale. Et je trouve ça quand même assez impressionnant. Et là, c'est pas des théories fumeuses, c'est validé scientifiquement, ça a été prouvé en neuroimagerie, enfin c'est vraiment des faits scientifiques, une base solide quoi. Et je trouve ça quand même assez impressionnant de se dire que si mon enfant pleure et que je le laisse pleurer et que je viens pendant qu'il est encore énervé en train de pleurer, ça va faire de lui, donc il va être du coup dans la lutte réussie, donc il va être stratège, donc ça va être quelqu'un qui va aimer fédérer, organiser, manager, déléguer, ça va faire une personnalité complètement différente de si d'un autre enfant, par exemple qui aurait pleuré s'égosiller et que j'aurais laissé pleurer et je serais venue le chercher un peu plus tard. Et là, ça ferait plutôt une fuite, une lutte empêchée. Et là, ça donnerait plutôt un tempérament type compétiteur, dépassement de soi, je compte pas sur les autres. Voilà, mon but c'est de me dépasser, de faire toujours mieux. Frère ennemi, complètement différents, pourtant même génétique, même parents, mais comportement des parents différents et donc idéalisation des états instinctifs complètement différents. D'un côté on a la lutte réussie, celui qui s'énerve, qui pleure un bon coup et on vient le chercher tout de suite, et de l'autre côté on a celui qui s'énerve, qui s'égosille et qu'on vient chercher un peu plus tard, qui est dans la lutte empêchée. Et ni l'un ni l'autre n'est mauvais, hein. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur sur les états que je vais vous présenter, et ni non plus sur le fait que 4 états soient réussis et 4 états soient empêchés. Rappelez-vous qu'il y a toujours cette notion dans le darwinisme d'idéalisation du comportement. Le comportement que j'ai mis en place et qui m'a permis de survivre, c'est le meilleur, quoi qu'il en soit, c'est le meilleur. Donc si j'ai pleuré et qu'ils sont venus me chercher un peu plus tard, c'est quand même un comportement qui est idéalisé par rapport à celui où j'ai pleuré et ils sont venus me chercher tout de suite. Donc j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je ne sais pas si je m'en servirai le jour où j'aurai des enfants, mais je pense que oui. Pourquoi est-ce que c'est important de se reconnecter à ses motivations primaires? Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne professionnelle qui s'appelle la dépression molle. Je pense que vous êtes peu nombreuses à avoir déjà entendu parler de ce type de dépression. C'est pas une dépression classique, c'est pas un burn-out, c'est une dépression très particulière dans laquelle on a complètement réprimé nos motivations primaires et donc on n'a plus le goût à rien, mais pourtant on n'est pas déprimé en tant que tel. Et donc c'est extrêmement important de connaître quelles sont nos motivations primaires parce que ça nous permet d'avoir du plaisir à faire. Une motivation primaire, c'est une motivation qui est intrinsèque, on est dans l'aisance, on est dans le plaisir de faire, peu importe les résultats, peu importe la reconnaissance, on agit en fonction de nos valeurs, on agit en fonction de nos tempéraments et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc c'est extrêmement important, moi j'en vois plein de mes patientes ou patients qui sont plus du tout dans leur motivation primaire parce qu'elles ont été réprimées, soit par l'éducation parentale, puisque ça ne correspondait pas aux motivations primaires des parents. Vous imaginez bien que si vous êtes plutôt de nature compétiteur et que vos parents ils sont plutôt de tempérament solidaire, ça ne va pas leur plaire. C'est pas deux comportements qui fonctionnent très très bien ensemble. Donc ils peuvent aussi avoir été dépréciés pendant l'adolescence, on a plutôt tendance à se conformer au groupe, à vouloir faire un petit peu comme ses camarades, donc on peut aussi oublier un petit peu nos primaires pendant cette période. On peut aussi les oublier pendant notre vie active lorsqu'on devient adulte et qu'on n'a pas d'argent, pas de travail, qu'on a des responsabilités, qu'on fait passer en avant d'autres priorités, qu'on a une activité professionnelle qui ne correspond pas à nos motivations primaires mais qui nous permet de gagner de l'argent. Donc ça, il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir complètement oublié nos motivations primaires et se retrouver dans une dépression molle et ne pas arriver à atteindre ses objectifs. Et
tout simplement à ne pas prendre de plaisir dans notre vie, à ne pas réussir à vivre notre vie en fonction de nos valeurs. Alors, il y a plein d'interactions avec d'autres zones de notre cerveau, notamment avec une zone un peu plus ancestrale qui est le paléolimbique. Le paléolimbique, c'est la zone qui gère notre positionnement grégaire, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dominant ou soumis, est-ce qu'on est plutôt marginal ou intégré. Il va y avoir des interactions entre notre positionnement grégaire et notre personnalité. Par exemple, on pourrait éventuellement confondre un compétiteur, qui est donc une personnalité primaire, une motivation primaire, et un positionnement grégaire dominant. Alors que ça n'a rien à voir. Un positionnement grégaire dominant, lui, son but, c'est d'être le meilleur, mais il n'y a pas de loyauté. Quitte à écraser les autres, mon but, c'est d'être le meilleur. Ça peut être une compétition complètement déloyale. Alors que le compétiteur, dans une motivation primaire, son plaisir, c'est le dépassement de soi. C'est pas d'écraser les autres. Au contraire, plus la compétition va être d'égal à égal, plus elle va être challengeante, plus ça va donner du plaisir à la personne qui est en motivation primaire compétiteur. Donc il y a parfois des faux amis, il y a des interactions avec d'autres zones, d'autres territoires nerveux. On a également notre néocortex, j'ai l'habitude de l'appeler notre ami fidèle, c'est notre intelligence préfrontale qui nous permet de faire preuve de recul, de nuance, de souplesse, de tenir compte de notre opinion personnelle plus que de l'image sociale. D'ailleurs, on va parler d'intelligence émotionnelle. L'idée, c'est d'écouter intelligence émotionnelle, on parle aussi d'ailleurs d'intelligence motivationnelle, relancer nos motivations primaires, être en accord avec nos motivations primaires et faire agir notre cortex préfrontal. Et là, tout se passe très très bien dans notre vie. Et puis il y a un autre point qui peut nous porter préjudice, ce sont nos motivations secondaires. Les motivations secondaires, contrairement à nos motivations primaires qui sont intrinsèques, qui sont durables, qui sont inconditionnelles, puisqu'elles ont été engrammées et idéalisées pendant les 3 premiers mois de notre vie, c'est nous, c'est notre nature d'être, c'est inscrit dans nos schémas neuronaux. On ne peut pas changer ces motivations primaires, on peut juste les mettre en sommeil, on va dire, mais elles sont toujours là, rassurez-vous, on pourra les rallumer, vous pourrez vous faire aider pour qu'on vous aide à les rallumer. Moi, c'est des choses que je fais de manière tout à fait naturelle avec mes patients. Les motivations secondaires sont des motivations qui sont extrinsèques, qui sont donc conditionnelles, qui dépendent du résultat, qui dépendent de la reconnaissance sociale. Et dans ces motivations secondaires, elles sont le siège de nos antivaleurs, de nos intolérances, et souvent lorsqu'on est en échec dans ces motivations secondaires, il n'y a rien qui va plus. Clairement, il n'y a rien qui va plus. Et on peut avoir des motivations secondaires qui correspondent à nos motivations primaires. C'est-à-dire que vous pourriez être compétiteur en motivation primaire et compétiteur en motivation secondaire. Donc quand la motivation secondaire est en bonne case, dans la case valeur, tout se passe super bien. Par contre, s'il se trouve que vous tombiez en échec, dans une situation d'échec de votre motivation secondaire, la motivation secondaire est extrêmement sensible à l'échec et ça peut entraîner une démotivation extrêmement importante. D'ailleurs, en général, lorsqu'on est en échec de notre motivation secondaire, on arrête de faire les choses pendant des mois et des mois, voire même des années. Je reviens un petit peu au contexte qui me concerne plus, qui est donc celui du comportement alimentaire, des changements de comportement alimentaire, des objectifs de perte de poids, puisque c'est la majorité, puisque c'est souvent les demandes auxquelles j'ai affaire dans ma consultation, mais il peut aussi m'arriver d'avoir des demandes uniquement de j'ai envie de redonner un petit peu de sens à ma vie, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, ça arrive. Donc en fonction de ces états de stress dont je vous ai parlé tout à l'heure, fuite, lutte, inhibition, et donc le 4e état qui est l'activation de l'action, qui est l'état de calme, on a déterminé 4 états empêchés, 4 états réussis, et ça nous a donné 8 personnalités. Ces personnalités correspondent donc à vos motivations primaires. Le but est donc de se reconnaître, ou en tout cas de se faire aider pour qu'on puisse retrouver quelles sont vos motivations primaires. En général, on a tous plus ou moins 2 ou 3. C'est rare d'avoir une seule, j'ai pas de patients qui ont une seule motivation primaire. En général, on en a plutôt 2 ou 3 motivations primaires, et là-dessus, après vient se greffer des motivations secondaires, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Donc, par rapport à l'alimentation, imaginons, donc on va les prendre dans l'ordre. Si vous êtes dans ce qu'on appelle l'activation de l'action réussie, c'est donc petit, un bébé qui était calme, qui observait, à qui on apportait à manger avant même qu'il ne se manifeste.
tout se passait bien, il est dans l'activation de l'action réussie. On va avoir un tempérament dit philosophe, épicurien, positif. À ce patient, je ne vais pas du tout lui parler de la même manière qu'un patient qui serait compétiteur. Le philosophe, il ne faut rien lui imposer. Il faut lui proposer un modèle, avant tout, qui va lui générer du plaisir. Pas de contrainte, ne pas lui imposer, mais juste lui suggérer, lui proposer de faire de nouvelles découvertes culinaires, alimentaires. Ça va être une manière complètement différente de lui parler. Et le but pour un thérapeute, c'est de s'adapter à son patient. Moi qui suis de nature compétiteur, forcément, si je suis compétiteur et que je laisse exprimer ma primaire, je vais avoir beaucoup de mal à échanger d'une manière constructive avec un patient type solidaire. Ou même avec un philosophe. Mais avec un philosophe, c'est difficile. Donc il faut s'adapter. Il faut déjà repérer quelles sont les motivations primaires de son patient pour réinjecter ses propres motivations primaires, les réveiller chez lui, et ensuite s'adapter quand je vais lui proposer son programme alimentaire, quand je vais lui proposer sa prise en charge, je ne vais pas du tout lui parler de la même manière. Donc le philosophe, vous avez, je pense, compris. Peut-être que vous reconnaîtrez, certains d'entre vous, vous reconnaîtrez dans le philosophe. Le philosophe, c'est celui qui aime profiter de la vie, qui est calme. Ensuite, on a l'activation de l'action qui est empêchée. Ça serait le petit bébé qui était dans le calme, mais on n'est pas venu lui donner à manger tout de suite. Là, ça va donner une personnalité qui est complètement différente, qui est novateur. Le novateur, il est dans la recherche, dans la conception, dans la compréhension des choses. Le novateur, je pense que pour la micronutrition, c'est le meilleur des patients parce que le novateur, c'est quelqu'un qui fait preuve de réflexion, qui aime comprendre les choses, et comme la micronutrition, c'est extrêmement compliqué, il aime bien quand on lui explique. Et moi, je sais que je m'entends très bien avec les novateurs parce que j'ai un côté novateur, donc de devoir expliquer, voilà pourquoi est-ce que je vous donne tel complément alimentaire, voilà pourquoi est-ce que je vous prescris tel bilan biologique, voilà pourquoi est-ce qu'on va manger de telle manière. Ça fonctionne très très bien avec les novateurs. Les novateurs en général, un suivi, ça leur pose aucun problème parce qu'ils aiment apprendre, ils aiment comprendre, donc il faut leur expliquer les choses. Par contre, avec un novateur, faut pas être vague, faut pas faire preuve d'incompétence avec un novateur, c'est le perdre. Voilà, en gros. Peut-être que vous reconnaîtrez dans le novateur, les ingénieurs sont souvent novateurs d'ailleurs. J'ai quelques novateurs moi j'ai un peu de tout, mais j'ai quelques novateurs. Ensuite, on va passer à notre état. Donc le premier état de stress, c'est la fuite. Donc la fuite, c'est l'anxiété. Vous aurez donc soit la fuite réussie, soit la fuite empêchée. La fuite réussie, vous imaginez bien que c'est le mouvement, mais le mouvement large. Le mouvement large, c'est l'animateur. C'est celui qui aime voyager, c'est celui qui aime que les choses bougent. Ça, j'en ai un ou deux. Celui qui aime que les choses bougent, qui aime découvrir, qui aime faire rire, qui aime être au cœur de l'action, qui est en permanence dans le mouvement. L'animateur, si vous lui proposez un régime restrictif et que vous lui imposez son modèle, il ne reviendra pas. Il va venir à la première consultation, il va se sentir complètement emprisonné, pas libre de ses comportements, il ne reviendra pas. Donc c'est assez particulier de devoir travailler avec un animateur. Il faut insuffler de l'humour, il faut laisser suffisamment de liberté, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut lui donner, être dans le mouvement en permanence. Ensuite, on a donc la fuite inhibée. Là, on va être chez le gestionnaire. Alors, le gestionnaire, chez moi, c'est une motivation secondaire. À peu près, oui, une motivation secondaire, c'est plutôt une antivaleur. Le gestionnaire, c'est celui qui aime organiser. C'est vraiment le frère ennemi de l'animateur. C'est celui qui aime organiser, qui aime trier, qui aime classer. J'en ai plein dans ma patientèle. C'est des patients qui vont vous faire des tableaux Excel, qui vont vous noter très précisément ce qu'ils ont fait là, les chiffres, qui vont organiser, faire plein de tableaux. J'en ai plein. Vous savez, je pense que c'est la majorité, parce que je pense que la micronutrition, ça parle aussi aux gestionnaires, parce que c'est une science.
médicale et scientifique qui est très précise et ça leur donne envie. Ils ont beaucoup plus envie de s'organiser dans quelque chose qui est validé que dans un régime qui part un petit peu dans tous les sens. Par contre, c'est plus compliqué pour eux de faire de la psychonutrition, de lâcher prise parce qu'ils aiment que ce soit très cadré. J'ai quand même, je vous dis que je suis en motivation secondaire, en gestionnaire, mais je pense que j'ai quand même un côté... parce que moi j'aime que c'est plutôt une antivaleur pour moi que de faire des choses dans le désordre, que ma consultation soit pas bien organisée, que mes idées soient pas claires, que mes protocoles soient pas bien construits. Donc je mets une énergie folle dans la conception de mes protocoles, que ça soit bien cadré, que chaque patient ait un protocole bien adapté à ses besoins, mais c'est plutôt une antivaleur qu'une valeur. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Donc bref, un gestionnaire, si vous vous reconnaissez là-dedans, le gestionnaire, pour vous, si vous souhaitez mener à bien votre changement de comportement alimentaire, il va falloir organiser, il va falloir vous faire des plans alimentaires, il va falloir suivre des règles. Alors malheureusement, parfois c'est renforcer la restriction cognitive des patients, donc il faut s'adapter quand même. C'est pour ça que l'intérêt d'être suivi, c'est que le thérapeute lui va avoir toutes les cartes en main, il va décider de ce qui est plus important de faire. Mais en tout cas, si vous êtes gestionnaire, va falloir, ce qui va le mieux vous correspondre, c'est d'avoir un cadre fixé avec des choses à suivre, avec des tableaux à faire, avec des pesées. Ça, c'est vraiment la personnalité gestionnaire. Ensuite, on va passer au deuxième état de stress, c'est donc la lutte, c'est la colère. On a soit la lutte réussie, donc c'est ce nourrisson qui va pleurer, qui va hurler et qu'on va venir satisfaire tout de suite. Ça va donner lieu à une personnalité qu'on dit stratège. Le stratège, qu'est-ce qu'il fait? Moi, pour le coup, le stratège, c'est mon frère ennemi. Donc c'est une personnalité avec laquelle j'ai un petit peu de mal. Le stratège, il aime charmer, il aime fédérer, il aime organiser autour de lui. Et pourtant, je me reconnais un peu lorsque j'ai travaillé en équipe, puisque maintenant je travaille seule et je pense que le fait de travailler seule, je me sens beaucoup mieux, c'est mon côté compétiteur, que de travailler en équipe où je faisais le management, le fait de déléguer, je le faisais, mais je sentais que c'était un petit peu, ça faisait pas partie de mes primaires. Donc le stratège, c'est ça. Il est souvent très élégant, très social, il est un petit peu dans le... Alors je vous dis ça sur un ton, vous allez vous dire, ah mais le stratège, il est pas génial. Rappelez-vous encore qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Chaque personnalité a ses avantages et ses défauts, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais forcément, je vous parle avec ma propre personnalité et peut-être que je vous laisse transparaître des jugements de valeur qui n'ont pas lieu d'être. Donc je vais essayer de le reprendre de manière un peu plus neutre. Le stratège, voilà, c'est celui qui aime plaire, qui aime charmer, qui fait attention aux apparences, qui aime fédérer, il aime organiser. Ça fait un très très bon manager, un très très bon chef d'entreprise, un stratège. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Heureusement, j'ai envie de dire, mais j'en ai quelques-uns, mais moi je trouve ça génial d'avoir des personnalités différentes parce que ça nous permet de travailler et de nous améliorer sur la manière dont on doit mettre en place nos protocoles. Donc le stratège, il va falloir lui parler, comme il s'intéresse beaucoup à l'esthétique, il va falloir lui parler des bénéfices qu'il va avoir en termes d'esthétique, de qualité de vie, va falloir lui proposer quelque chose qui ne va pas lui empêcher d'avoir une vie sociale parce que c'est important pour lui d'avoir une vie sociale. Donc si vous êtes stratège, pour vous ce qui sera intéressant de faire, c'est de toujours vous reconnecter aux avantages de suivre tel ou tel programme. Ça va me permettre d'atteindre tel objectif physique, d'être en meilleure santé. Ce programme va quand même me permettre d'avoir une vie sociale, se reconnecter aussi quand même aux notions scientifiques parce que c'est important pour le stratège. Voilà à peu près ce que j'ai à dire sur le stratège, si vous vous reconnaissez là-dedans. Ensuite, on a donc son frère ennemi qui est le compétiteur. Le compétiteur, c'est cet enfant, c'est ce nourrisson qui a pleuré, qui s'est égosillé et qu'on n'est pas venu chercher tout de suite. Là, il est donc dans la lutte empêchée, mais encore une fois, c'est un état qui est idéalisé. Donc pour lui, contrairement au stratège qui, lui, va compter sur les autres, le stratège, je peux compter sur les autres. Le compétiteur, c'est je ne peux pas compter sur les autres, je dois compter que sur moi-même. Mais pour lui, c'est bien. Pour le stratège, c'est une valeur de ne compter que sur soi-même. C'est ce que je suis, donc je peux vous en parler facilement. Le compétiteur, c'est le dépassement de soi. Donc le compétiteur, si vous êtes compétiteur et que vous souhaitez changer de comportement, il faut vous fixer des objectifs. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous fixer des objectifs avec un professionnel, avec un thérapeute, parce qu'il va pouvoir mettre de la nuance dans vos objectifs, parce que quand on est compétiteur, on a tendance à se fixer des objectifs énormes, irréalisables, alors que lorsque l'on est suivi, on va pouvoir mettre en place un objectif qui est réalisable. Mais le but, c'est quand même de se fixer des petits objectifs qui sont
atteignables. Voilà, le but c'est ça, c'est de fixer des petits objectifs qui sont atteignables. Et donc c'est vrai quand même qu'il faut faire attention parce que le compétiteur est souvent dans la vitesse, dans la précipitation. Et je pense que le compétiteur, c'est bien qu'il soit accompagné pour pas qu'il fasse tout et n'importe quoi et qu'il se retrouve avec encore plus de kilos à perdre 3 ans après parce qu'il se sera donné des objectifs intenables. Si vous êtes compétiteur, attention aux objectifs que vous fixez, ne confondez pas vitesse et précipitation et essayez de vous faire accompagner. Ensuite, on arrive au troisième et dernier état du stress qui est donc l'inhibition. L'inhibition, c'est un peu la dépression. L'inhibition de l'action. C'est-à-dire, j'ai pas réussi à fuir, je peux pas lutter parce qu'il est clairement plus fort que moi, il me reste qu'une chose à faire, c'est m'inhiber, faire le mort. L'inhibition de l'action, c'est cet enfant qui aura pleuré pendant des minutes et des minutes, qu'on ne sera pas venu chercher et qui aura fini par ne plus rien faire, être complètement... qui se sera complètement éteint, inhibé. Qu'est-ce que ça va donner? Alors on aurait tendance à dire, il ne faut pas laisser pleurer un enfant comme ça pendant des heures, il y a quand même pas mal de jugements de valeur là-dessus. Et en fait, qu'est-ce que ça va donner comme tempérament dans l'inhibition réussie? Donc une fois que j'étais complètement amorphe, après avoir pleuré pendant des heures, on a fini par venir me chercher, ça va donner un tempérament qu'on dit participatif. Le comportement participatif, le tempérament participatif, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va aimer se faire aimer, qui va tout faire pour se faire protéger. C'est quelqu'un qui va aimer s'occuper des enfants, qui aime bien être dans la proximité mais dans des petits groupes. Et en gros, si vous avez l'impression d'être participatif, ce qui serait bien, c'est de vous faire aider, de vous faire accompagner, parce que cette notion du je me fais accompagner, je me fais protéger, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et ce qui peut être intéressant pour relancer cette motivation et vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est de vous dire mais si je le fais, ça va pouvoir aider les autres. Et ça, je vais pouvoir en faire profiter les autres. Alors pas en tant que j'ai fait ce régime, fait le même, ça a marché sur moi, je ne l'impose pas. Mais avec, voilà, moi je me suis fait prendre en charge, j'ai pu changer de comportement alimentaire, ça a marché, j'aimerais bien pouvoir t'aider, j'aimerais bien que voilà, je te conseille de faire telle ou telle chose, d'aller voir tel ou tel professionnel, de se dire que ce que je fais là, ça va pouvoir être utile aux autres, c'est quelque chose qui est intéressant pour un participatif. Et un participatif, donc en tant que thérapeute, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être dans la compréhension, dans l'empathie, ne pas être directif, ne pas imposer des challenges. C'est vraiment être dans la compréhension et l'empathie et dans les encouragements. Vous avez besoin d'être encouragé, le participatif. Et puis donc le dernier état, donc d'inhibition qui est cette fois-ci empêché. Donc c'est un enfant qui sera passé par tous les états et qu'on sera venu chercher, mais bien longtemps après. Et on pourrait se dire, mais quelle horreur, je pourrais jamais faire ça avec mon enfant. Et vous savez qu'est-ce que ça donne comme tempérament? Ça donne un tempérament dit solidaire. Et on manque cruellement de solidaire aujourd'hui dans notre société. Le solidaire, la figure, c'est l'abbé Pierre. Le solidaire, c'est la motivation primaire, les autres passent avant moi. Je me sacrifie pour les autres, je donne de ma personne, je suis là pour aider les plus faibles. Le solidaire, c'est une personnalité que personnellement j'admire parce que c'est quelqu'un qui n'attache aucune importance aux apparences, qui donne de sa personne sans compter, qui est là pour aider les autres. Et oui, aujourd'hui, il manque cruellement de solidaire dans notre société, clairement. Le solidaire, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Si vous êtes solidaire et que vous souhaitez changer de comportement alimentaire, la seule chose à faire, parce que vous n'aimez pas vous occuper de vous, c'est vous dire que si je le fais, ça va me permettre d'être en bonne santé plus longtemps pour pouvoir m'occuper des autres. Parce que ça, c'est une condition sine qua non. Pour pouvoir aider les autres, il va d'abord falloir que je m'occupe de moi. Parce que s'occuper de soi en tant que tel, ça ne plaît pas aux solidaires. Par contre, si je m'occupe de moi et ça me permet d'être en bonne santé et du coup ça va pouvoir me permettre de m'occuper et d'aider les autres, là ça va marcher. Donc essayez plutôt d'être dans ce type de dynamique. Donc c'est quand même super intéressant, je trouve. Moi je fais toujours remplir ce questionnaire avant même de réaliser la première consultation. J'envoie le questionnaire aux patients et je leur demande de remplir le questionnaire pour déjà voir un petit peu où est-ce que je mets mes pieds. Même si lorsque
on fait cette auto-évaluation. Quand vous la faites toute seule, c'est quand même mieux après d'avoir une hétéro-évaluation. Et moi, au fur et à mesure des consultations, j'apprends à connaître chacun de mes patients et à déterminer si effectivement est-ce que c'est telle ou telle motivation primaire, est-ce qu'il y a des secondaires dessus. Enfin, après, c'est un travail qui est plus compliqué, c'est un travail qui se fait au cours de la relation thérapeutique tout simplement. Mais c'est quand même intéressant déjà d'essayer d'évaluer, d'auto-évaluer dans quel type de motivation est-ce que je me trouve aujourd'hui, quel est mon type de personnalité et comment est-ce que je pourrais essayer de me reconnecter à ces personnalités. En sachant que rappelez-vous toujours, quand vous souhaitez changer de comportement alimentaire, rappelez-vous de ce WAR, j'en avais parlé il y a un petit moment. WAR pour Willing, Able et Ready. Willing, c'est je veux, j'ai envie, ok, donc j'ai cette motivation, j'ai envie de le faire. Et il faut pouvoir quantifier cette motivation, et pour qu'elle soit au maximum, il va falloir vous connecter à vos motivations primaires parce qu'elles sont durables, elles sont intrinsèques, elles sont pérennes, elles ne dépendent pas des résultats. Alors que si vous vous connectez qu'à vos motivations secondaires, elles vont être très très sensibles à l'échec. Et Dieu sait qu'en termes de perte de poids, les échecs sont très 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 réguliers, donc c'est vraiment pas stable. C'est quand même un petit peu imprudent de se lancer dans un changement de comportement alimentaire sans se questionner sur ses motivations primaires. Et je vous rappelle également aussi l'intérêt de vous faire votre petite pyramide moyen-exigence, de voir un petit peu avant de vous lancer dans un changement de comportement. Est-ce que ma pyramide moyen-exigence est dans le bon sens? Est-ce que j'ai pas trop d'exigences? Et est-ce que par rapport à ces exigences élevées, est-ce que j'ai pas mis assez de moyens à ma disposition? Moi je trouve que cette pyramide, ça vous permet déjà de basculer en mode préfrontal, de prendre du recul, de relativiser, et elle est très intéressante à faire. Donc je vous invite à vous questionner sur vos personnalités, donc vos motivations primaires, et également sur votre pyramide moyen-exigence. Je terminerai par un petit point global sur les motivations. En fait, on a déterminé donc deux types de motivations, les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Donc dans les motivations extrinsèques, vous avez compris qu'il y a les motivations secondaires qui sont un peu le lit de nos antivaleurs, de nos intolérances. Elles sont extrinsèques et puis elles dépendent surtout de la reconnaissance et du résultat. Donc on ne peut pas trop s'appuyer sur elles, à moins d'avoir de la chance d'être toujours en réussite. Et puis, donc ces motivations secondaires extrinsèques, lorsque vous êtes par exemple dans une démarche de perte de poids, vous allez continuer tant que vous verrez le poids descendre sur la balance. Vous ne le ferez pas parce que vous avez envie de changer de comportement alimentaire, mais uniquement parce que vous avez envie de perdre du poids. Là déjà c'est un petit peu voué à l'échec, parce qu'il y a des mois où vous reprendrez un peu de poids, il y a des mois où vous en perdrez, et si votre motivation est extrinsèque, elle va vaciller et elle va dépendre du résultat obtenu sur la balance. Dans le milieu professionnel par exemple, ça pourrait être ces histoires de primes. Je donne plus pour avoir une prime, je donne plus pour avoir une reconnaissance de mon patron. Alors ça marche, mais le problème c'est que déjà il y a cette notion du ça marche pendant un moment, ça marche pas sur le long terme, donc ça veut dire qu'il va falloir renouveler, pour que je recommence un effort, il va falloir renouveler la récompense d'une part, et après il y a un processus d'habituation. C'est-à-dire que si j'ai perdu 2 kilos là, il faut que je perde 4 kilos après. Parce qu'à un moment, ça me convient plus seulement de perdre 2 kilos. Et dans la vie professionnelle, si on m'a donné 500 € là, la prochaine fois, il faudra qu'on m'en donne 700. Donc vous voyez que les motivations extrinsèques, elles sont intéressantes. Il ne faut pas les mettre complètement de côté, mais il ne faut pas que s'appuyer sur ces motivations. Et dans les motivations intrinsèques, vous avez bien compris qu'on a nos motivations primaires, nos tempéraments, qu'il faut rallumer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire intrinsèquement, qu'est-ce qui me donne du plaisir rien qu'en le faisant, qu'est-ce qui me ressource quand je suis fatiguée, qu'est-ce que j'ai envie de faire naturellement, qu'est-ce que je continue à faire malgré l'échec, qu'est-ce qui me donne du plaisir. C'est ça nos motivations primaires, et ça marche à tous les coups, c'est durable. Je n'avais plus de batterie, donc me revoilà et je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Je pense que je vous parlais donc des motivations intrinsèques et extrinsèques. Et dans les motivations intrinsèques, ce qui est intéressant, et ça j'en vois beaucoup quand même dans ma patientèle, ce sont les motivations intrinsèques collectives. C'est-à-dire que je prends en charge ma santé, mais ça va me permettre de faire bénéficier à mon entourage de cette évolution, tout simplement, de ce changement de comportement. Et ça c'est intéressant souvent pour les mères de famille, par rapport à leurs enfants, par rapport à leur mari. L'implication collective est importante dans la motivation intrinsèque. Et pour ce qui est de la motivation intrinsèque individuelle, bon, alors là on n'est pas vraiment dans le cadre du comportement alimentaire, mais plus dans le cadre du travail. C'est cette fameuse boucle pouvoir-responsabilité.
Si on me donne de responsabilité et pas de pouvoir, ça n'a pas d'intérêt, ça va me démotiver. Et si j'ai du pouvoir et pas de responsabilité, idem. Donc ça, c'est important, mais je dirais que dans le cadre d'une perte de poids, si on vous responsabilise, hein, vous êtes le maître de vos actions et on vous donne le pouvoir avec les outils qu'on vous transmet de pouvoir y arriver. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les motivations primaires. Toujours 3 ouvrages à vous recommander, mais c'est plus pour les professionnels. Je pense que tout le monde peut les comprendre, mais sauf celui-là. Celui-là est vraiment réservé aux professionnels, donc c'est la thérapie neurocognitive et comportementale. Merci Caroline pour cette rectification. On ne dit pas de book mais de book, un guide clinique extraordinaire. On y parle, il y a toute une partie sur les motivations primaires. J'ai celui-ci qui est peut-être un peu plus grand public, coach, manager, manager selon les personnalités, toujours du Dr Charles Fradin et de Frédéric Lemoulec. Là-dedans, vous avez vraiment tout ce qui a trait aux personnalités, donc aux motivations, comment motiver, comment insuffler la motivation. C'est surtout dans le cadre professionnel, mais ça s'applique à tout, j'ai envie de dire, à tous les domaines de vie. Extrêmement intéressant, aux éditions Erol. Et j'ai celui-ci qui est effectivement plus adapté aussi aux thérapeutes. Mais j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous y mettre, pourquoi pas, c'est quand même assez compliqué. Personnalité et psychophysiopathologie du docteur Fradin et de sa sœur Fanny Fradin. Voilà, donc sur tout ce qui est thérapie neurocognitive et comportementale, il y a tout là-dedans. Il y a les motivations, les personnalités, il y a un peu de gestion du stress. J'en ai tellement lu que... Il y a tout ce qui est hypo, hyper, voilà, c'est un petit peu plus, ça ressemble un peu à celui-ci, en moins détaillé. Donc voilà les 3 ouvrages que je vous recommande. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez avoir réussi à faire votre propre évaluation de vos personnalités, si vous les avez repérées, si vous savez quelles sont vos motivations primaires, si vous pensez être plutôt animé par des motivations secondaires. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur ma consultation de psychonutrition, si vous avez envie que je vous accompagne dans la reconquête de vos motivations, si vous avez envie de vivre une vie plus riche de sens et que vous avez envie de changer de comportement alimentaire ou pas d'ailleurs, vous pouvez me contacter, je vous mets le mail en barre d'infos, sinon vous pouvez me retrouver sur ma chaîne professionnelle ou sur mon blog. Je vous dis à bientôt.